Dans CQFD, on va parler santé mentale chez l'enfant et l'adolescent avec vous, Anne Becher, puisque une équipe du CHUV étudie de nouvelles pistes de traitement pour venir en aide à ceux qui souffrent d'affections psychiques. Oui, et tout ce qui peut aider est évidemment le bienvenu, puisque selon l'OMS, un enfant sur 5 quand même dans le monde est atteint d'une maladie psychique ou d'un trouble du comportement. Alors, avec Sébastien Urbaine, qui est responsable de l'unité de recherche du service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, donc le SUPA à Lausanne, nous allons parler de variabilité cardiaque. Alors la variabilité cardiaque, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est une variation qui dépend du rapport plus ou moins harmonieux qu'il existe entre les deux systèmes qui orchestrent notre cœur, soit le système sympathique et le système parasympathique. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que le cœur cardiologique vient faire dans ces histoires de santé psychique chez les enfants et les adolescents ? Eh bien imaginez-vous que de précédentes recherches ont déjà montré que l'on pouvait observer des fluctuations de cette variabilité cardiaque lorsque les enfants et les ados souffrent psychiquement. Idem chez les adultes. Il existe donc bien un lien entre le cœur et le cerveau. Alors vous savez que lorsque vous êtes stressé, par exemple, votre cerveau met tout un système en route qui fera accélérer votre cœur. Eh bien, des chercheurs se sont demandé, et si on regardait les choses dans l'autre sens, et si on essayait d'influencer ou d'influer notre rythme cardiaque pour calmer notre cerveau. Le but de la manœuvre, c'est donc d'essayer de rétablir une certaine cohérence cardiaque par des entraînements. Sébastien Urbaine. En fait, il y a 3 étapes principales dans les programmes de cohérence cardiaque. La première étape, c'est se concentrer, se focaliser sur la région du cœur. La deuxième étape, c'est en fait de respirer simplement à une fréquence, c'est environ un cycle par 10 secondes de respiration, ce qui met le cœur et tout le système dans un état de cohérence. La variabilité va devenir cohérente, en fait. Et puis, la troisième étape, en général, qu'on rajoute, c'est l'association. On va se concentrer sur cet état de calme que ça va permettre de produire. On peut aussi également faire des exercices de sollicitude ou d'appréciation, soit de personnes que l'on aime, soit d'endroits qu'on apprécie ou d'objets, pour encore augmenter un petit peu la force de ce feedback, en fait, de ce genre de thérapie. Avec des séances de 5 minutes déjà, on peut déjà avoir des effets qui peuvent être bénéfiques. Après, ça reste à étudier dans la littérature. Pour l'instant, on commence à s'intéresser à ce type de programme et ça commence à être développé. Mais il n'y a pas encore vraiment de guidelines qui disent qu'à partir de tant de minutes par jour, à partir de tant de séances par semaine, ça va être efficace et en dessous, c'est pas efficace. Donc, c'est déjà, on le sent soi-même. Quand on le fait soi-même, on sent de toute façon que ça fait du bien. Et puis, on peut le faire en marchant, on peut le faire dans le train ou dans un transport en commun. C'est des choses qui sont assez simples et faciles à faire, ou juste avant de s'endormir. Donc ça, c'est un outil pour aider les enfants à autoréguler leurs émotions. En fait, comme tous ces processus d'autorégulation sont très liés les uns les autres et sont très interconnectés, en intervenant sur cette cohérence cardiaque, sur cette variabilité cardiaque, en faisant de la cohérence cardiaque, on va pouvoir avoir des effets bénéfiques sur ses fonctions exécutives, sur la régulation de ses émotions. Il y a par exemple des études qui ont pris simplement des gens adultes tout venant en bonne santé et qui ont simplement séparé ces adultes en fonction de s'ils avaient une grande variabilité cardiaque ou une faible variabilité cardiaque. Et puis après, ils ont fait une batterie de tests cognitifs, notamment des fonctions exécutives, et ils ont remarqué que sur les fonctions exécutives, on voit des différences de performance juste en ayant des personnes qui ont ça comme fonctionnement de base. Donc oui, on espère que en intervenant sur la cohérence cardiaque, on peut augmenter la variabilité cardiaque et ainsi avoir cette cascade d'effets positifs sur le fonctionnement plus général de l'enfant. Donc, Anne, un entraînement à la cohérence cardiaque aurait des effets sur les fonctions exécutives. C'est quoi ces fonctions exécutives ? En psychologie, les fonctions exécutives sont différents processus cognitifs assez élaborés qui relient toutes les informations qui arrivent à notre cerveau. On est bombardé tout le temps et qui varient constamment pour s'adapter à notre environnement de manière flexible. Par exemple, là, tout de suite, Silvio, vous avez l'objectif sans doute de finir cette émission tout en gérant le direct, le temps, les différents sons, ma présence, celle de Bastien, celle des auditeurs, etc. Et puis c'est infini comme impulsion qu'on peut avoir sur notre cerveau. Alors les fonctions exécutives sont donc nécessaires pour effectuer des activités telles que la planification, l'organisation, l'élaboration de stratégies pour être attentif et se rappeler les détails et pour gérer le temps et l'espace. Et donc en faisant des entraînements à la cohérence cardiaque, les recherches ont pu montrer qu'il y avait une amélioration des fonctions exécutives. Remarquez, en y songeant un petit peu, c'est un entraînement qui est un petit peu cousu
cousin de l'entraînement à la méditation de pleine conscience. Alors on a d'abord un entraînement à la cohérence cardiaque pour soulager la souffrance physique des enfants et Psychique des adolescents. psychique Des enfants et des adolescents. Et les chercheurs travaillent également sur un autre entraînement, c'est un entraînement à la remédiation cognitive. Sébastien Urbaine. Alors, la remédiation cognitive, c'est en fait un réentraînement spécifique de certaines fonctions cognitives. Par exemple, dans l'hyperactivité ou dans la psychose, c'est la composante cognitive de ces fonctions exécutives est assez importante pour l'évolution de la maladie, où ça permettrait de réduire certaines souffrances ou certaines difficultés. Alors, on a des exercices spécifiques qui permettent en fait soit de driller ces compétences afin de les réaugmenter, afin de les rendre un peu meilleures, soit on va travailler plus en termes de stratégie, de comment on résout un problème, comment on utilise ses capacités pour conscientiser des stratégies peut-être un peu différentes pour pouvoir mieux utiliser les ressources qu'on a à disposition. Donnez-moi un exemple. Un exemple simple de drill, c'est simplement de refaire plusieurs fois des exercices de calcul mental, de choses comme ça, afin d'entraîner sa mémoire, par exemple, ou de faire des exercices simples de mémoire, où on doit retenir certaines informations, comme du type jouer au memory ou ce genre de choses. Si on fait ça régulièrement, on va développer ce genre de capacité. Oui, donc l'entraînement à la cohérence cardiaque et la médiation cognitive, c'est deux outils thérapeutiques assez importants quand même pour la santé psychique des plus jeunes. Hein. Alors oui, parce que finalement la souffrance psychique des enfants et des adolescents a différents degrés. C'est une réalité qui nous interroge tous, évidemment, quand on est parent, à un moment ou à un autre, à se demander mais il nous fait un caprice ou il y a un truc qui roule pas. Alors de manière plus globale cette fois et de manière très générale, j'ai demandé à Sébastien Urbaine, mais à partir de quand est-ce qu'il faut s'interroger sur les éventuels troubles de comportement ou les humeurs de nos enfants? À partir de quand est-ce qu'il faut consulter? Parce qu'on touche là à quelque chose qui relève de la norme, non? À partir du moment où on n'arrive plus à fonctionner en famille, où il y a trop de crises, ça devient difficile, ça vaut toujours la peine de demander de l'aide, de discuter aussi peut-être avec des amis, avec des proches, parce que peut-être ce qu'on vit, c'est simplement le vécu qu'on a avec un enfant de 3 ans, où on se pose des questions, on se dit qu'on est un mauvais parent, mais en fait non, quand on discute avec des amis qui ont des enfants de cet âge-là ou des collègues, on se dit non, c'est plutôt quelque chose qui est de l'ordre de cet âge-là plutôt que ça nous appartient. Par contre, dès qu'il y a une notion de souffrance, dès que ça devient difficile, quand il y a aussi peut-être des craintes par rapport au fonctionnement à l'école, au fonctionnement plus général, là, ça vaut la peine de se poser des questions, et simplement demander de l'aide et de voir. C'est pas parce qu'on vient consulter une fois qu'on va se retrouver dans un engrenage négatif ou comme ça. Ça permet des fois même d'intervenir plus précocement. Il y a peut-être moins de difficultés à régler que quand on attend trop longtemps et on se retrouve face à une montagne de conséquences psychosociales négatives qui sont peut-être plus difficiles à prendre en compte que lorsque on va pouvoir intervenir beaucoup plus précocement. C'est aussi ça qu'on vise, nous, en étudiant ces capacités d'autorégulation ou en visant des populations peut-être à risque de développer des maladies ou comme ça, pour mieux comprendre le fonctionnement des individus et qu'est-ce qui va les amener à présenter ces psychopathologies. Parce que quand on comprend, comme je vous expliquais avant, c'est réguler une émotion, travailler sur une fonction cognitive spécifique, c'est beaucoup plus simple que de devoir régler beaucoup de problèmes psychosociaux qui sont associés à ces pathologies quand on laisse se développer ou quand elles deviennent plus graves. Quand vous dites ces problèmes psychosociaux, ça peut être mettre 2h30 à faire un petit déjeuner avec des petits qu'on n'arrive pas à faire manger parce que c'est un drame constant, c'est ça? Par exemple, oui. Ou alors avoir des problèmes parce qu'ils se bagarrent à l'école et puis en même temps, ils font des problèmes aussi de cet ordre-là. Qu'est-ce que vous auriez envie de répondre à des parents qui disent mais on va pas médicaliser des choses qui finalement, depuis nos ancêtres, il y a toujours eu des gamins qui sont plus capricieux, qui sont plus, etc. Qu'est-ce que vous auriez envie de répondre? C'est vrai que le but n'est pas de médicaliser, le but est de prendre en compte et d'augmenter le bien-être des individus. C'est ce qu'on tend à viser et c'est aussi pour ça qu'on se dit tiens, si on arrive à intervenir plus précocement ou même à faire de la prévention, ça permet d'augmenter le bien-être des individus et d'être moins dans la souffrance. Peut-être qu'à l'époque aussi on se plaignait moins, où la vie était plus compliquée, plus dure, qu'on avait nos besoins de base, qu'il fallait déjà, peut-être c'était plus difficile à pouvoir y subvenir, donc
on réfléchissait peut-être pas beaucoup à des aspects plus larges de bien-être, de développement personnel, qui sont devenus un petit peu plus à la mode et qui ont pris plus d'importance. Après, le but, c'est pas forcément de médicaliser. Là, les 2 interventions dont on a discuté aujourd'hui, c'est des interventions simples, sans médicaments, qu'on peut faire, ou en tout cas pour la cohérence cardiaque, que tout un chacun peut faire comme ça, sans forcément se dire qu'on est malade. Voilà, on peut aussi viser plutôt le développement personnel plutôt que de devoir gérer des difficultés ou des maladies. C'était donc Sébastien Urbaine qui est responsable de l'unité de recherche du service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, le SUPEA à Lausanne. Sébastien Urbaine qui répondait à Anne Bécher.